m'entendez? Euh, Bienvenue ici depuis Maison Rouge, le musée des Vallées Cévenols, d'Alès Agglomération. Merci d'être nombreux ce matin autour d'une question et bien que tout muséologue se pose à un moment donné. La médiation écrite a-t-elle de l'avenir? Alors, d'une façon un peu caricaturale, de toute façon, les études des sciences de l'information et de la communication nous disent que seulement 10 à 20%, quand les chiffres sont optimistes, des visiteurs lisent les textes que nous écrivons. D'un côté, les tenants de la médiation veulent des textes toujours plus accessibles et lisibles par tous les publics, voire même ils promeuvent le moins de textes écrits possible. Les comités scientifiques, eux, et les commissariats d'exposition les veulent les plus complets, les plus exhaustifs. Les supports se multiplient, du matériel à l'immatériel, des équipements permettent facilement aussi maintenant de n'être que sur de l'oral si on le souhaite. Donc au final, quand on soulève les coins de ce sujet, les questions pleuvent. Alors qui écrit les textes? Qui est légitime pour ça? Pour qui surtout? Mais pourquoi? Comment et sous quelle forme? Enfin, l'avalanche de questions, je pense que vous voulez toutes et tous poser à un moment à un autre. Bref, c'est ce à quoi nous allons réfléchir ensemble pendant 1h30. Alors pour cela, je tiens à promouvoir quand même l'ouvrage de référence que nous avons la chance d'avoir en libre sur Internet, qui est l'ouvrage de Daniel Jacobi de 2016, Texte Expo, publié par l'OCI. Mais surtout, là, nous avons la chance d'avoir 5 intervenants, 5 professionnels autour de notre table internautique, notre table ronde internautique. Alors, ce sera 4 interventions qui vont durer 1 heure à peu près, avec Stérène Amand, qui est doctorante et en contrat-cifre au Musée des Beaux-Arts de Rennes, Gaëlle Touzery et Camille Roudot du service recherche, muséographie, exposition du Musée en art latin, Musée de Provence du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Sophie Hervé qui est chef du service de la médiation des ressources pédagogiques à la direction de la communication des publics du Musée national de l'histoire de l'immigration, et Claire Déglise qui est responsable des expos au musée Gadagne, le musée d'histoire de Lyon. Et c'est une grande chance. Chacune va vous raconter à des moments différents par rapport à des expositions permanentes et dans des expérimentations sur des expositions temporaires, va vous faire part de ses questionnements et partager tout ça. Je vous propose de réserver vos questions à la conversation ou après l'heure d'intervention, même si vous, les intervenantes, n'hésitez pas à réagir à la fin de l'intervention de chacune d'entre nous de vous. Et je vous propose de commencer par Stélène Hamon et peut-être la science de l'information et de la communication, voilà, la discipline sur ce sujet de la médiation écrite. Je vous remercie et bonne table ronde. Eh bien, bonjour à tous et merci. Évidemment, je vais quand même commencer par remercier la FEMS de m'avoir proposé de participer à cette table ronde, et plus particulièrement du coup à Séni Chanas, qui est directrice du musée de Bretagne, et donc on n'est vraiment pas loin, et donc elle connaît voilà, un peu mes travaux. Alors, je vais vous partager mon écran. Être popote. Voilà. Alors, pour me représenter un petit peu, effectivement, je suis doctorante en CIFRE, ça veut dire Convention industrielle de formation par la recherche. Et en fait, ça signifie que pendant 3 ans, je suis financée par la ville de Rennes pour réaliser ma recherche, donc un cadre très confortable pour travailler. Euh, et je travaille plus particulièrement sur les textes de médiation dans les parcours permanents de musées de beaux-arts, et donc plus particulièrement sur le cas du musée des beaux-arts de Rennes. Alors, ce qui peut arriver avec une cifre, hein, c'est que finalement notre projet de recherche évolue beaucoup et en rapport avec le terrain. Et en fait, de fil en aiguille, bah, je suis devenue pilote du projet de refonte des cartels et des panneaux de salle du parcours de peinture. Euh, et donc, ça m'a forcément
questionnée en tant que chercheuse, puisqu'aujourd'hui, j'ai vraiment un impact très fort sur le terrain. Donc aujourd'hui, je considère que j'opère vraiment dans le cadre d'une recherche-action au Musée des Beaux-Arts de Rennes. Ma thèse, elle s'appuie vraiment sur une immersion dans l'organisation en vue de susciter du coup des transformations, des dispositifs de médiation écrits particulièrement, mais en fait aussi de produire des connaissances sur ces transformations. Et c'est ce statut un petit peu particulier qui m'a valu l'honneur aujourd'hui d'ouvrir un petit peu les échanges, puisque ce qui est intéressant avec les sciences de l'information et de la communication, c'est que c'est un peu particulier puisqu'on a décidé de faire aussi de votre travail, les professionnels du musée, notre sujet d'étude. Alors effectivement, comme le disait Céline à l'instant, la question de la médiation écrite a-t-elle un avenir et un petit peu provocatrice? Je pense qu'en fonction d'où on se tient, on ne trouve pas forcément les mêmes études parce qu'effectivement, il y a aussi de différentes études, parfois très anciennes, comme celle de Paulette McManus, qui nous disait attention, les visiteurs lisent les textes dans vos musées. Et puis plus récemment, des recherches menées par Daniel Schmitt, qui continuent de nous montrer qu'en fait, effectivement, les textes sont lus, mais effectivement ne sont pas lus de la manière dont les professionnels rêvent sans doute de manière extrêmement concentrée et en entier, évidemment. Donc, je me suis dit que finalement, ce qu'on essayait vraiment de se poser comme question, c'était quelle est la pertinence en fait de ces dispositifs vraiment traditionnels et comment aujourd'hui finalement faire en sorte qu'ils continuent d'être pertinents. Alors, pourquoi ça ne change pas? Voilà. Très rapidement, je vais commencer par revenir très vite sur les textes dont on parle, et puis voir comment les sciences de l'information et de la communication on en fait un objet d'étude. Et à travers l'exemple de Rennes, je vais essayer de donner un petit peu corps à ces questions théoriques en vous introduisant un petit peu certains aspects de ma recherche. Alors, de quel texte parle-t-on? Je vais me concentrer sur les cartels et les panneaux de salle, qui sont vraiment les deux formats les plus représentatifs et les plus utilisés. Et puis, a priori, c'est ceux sur lesquels on va se concentrer aujourd'hui tous ensemble. Je vais commencer par citer donc le dictionnaire de muséologie, édité dirigé par François Mérès, qui est vraiment un ouvrage très très intéressant, qui commence par nous dire très pragmatiquement que le cartel désigne le petit écriteau qui accompagne un objet. Certains chercheurs, dont Daniel Jacobi, que je recite dans un autre ouvrage assez de référence, et une autre chercheuse, Marie-Sylvie Poli, préfèrent le terme d'étiquette. Alors, parfois, certains professionnels, ça leur plaît pas ce terme, mais moi, je trouve ça assez intéressant dans le sens où ça met vraiment bien en évidence le lien entre le texte et l'expo auquel il se réfère. Euh, Daniel Jacobi distingue d'ailleurs deux types d'étiquettes. Alors, il y a d'abord ce qu'il appelle les étiquettes autonymes. C'est ce que nous, entre professionnels, on appelle généralement les cartels courts. Donc là, moi, j'ai mis quelques exemples que j'ai vus à travers mes visites. Alors, c'est peut-être pas forcément les plus originaux parce que je fais beaucoup de musées de beaux-arts, beaucoup de parcours permanents et c'est pas forcément là qu'on est des fois les plus excentriques. Mais j'ai quand même mis aussi un exemple de l'ancienne abbaye de Landévennec qui me plaisait bien sur la crêpe. Et donc là, on voit sur l'image justement à côté du bilig les deux types d'étiquettes en question. Donc nous avons l'étiquette autonyme qui se contente de nommer et désigner l'expo, ce qu'on appelle aussi parfois le cartel technique. Et puis les étiquettes dites prédicatives, que nous on appelle généralement plutôt développées ou rédigées, qui expliquent, décrivent, interprètent. Si moi je vais plus particulièrement me concentrer sur les cartels, je vais quand même revenir rapidement sur les panneaux. Les panneaux, Marie-Sylvie Poli les définissent de la manière suivante. Le panneau se suffit à lui-même et développe un discours autonome sur un thème sans se rattacher directement à un objet. Et c'est vraiment là aussi la différence fondamentale, c'est que généralement, un panneau va concerner vraiment un ensemble, introduit une salle, voire une partie de salle, une thématique. Voilà. Mais comment les sciences de l'information et de la communication en ont fait un objet d'étude? Euh, Déjà, moi, je viens en fait à la base de la recherche en histoire, et plus particulièrement de l'iconographie. Et donc, je me suis progressivement tournée vers les sciences de l'information et de la communication parce qu'en fait, les questions que j'avais commencé à me poser sur
comment on parlait des œuvres dans les musées, et ben en fait, c'est les sciences de l'information et de la communication qui me semblaient me donner les outils les plus pratiques pour répondre à mes questions, pour construire ma pensée, même si de prime abord, c'est pas la discipline qui est la plus facile à prendre en main. Elle a beaucoup de théories assez complexes, mais on va revenir sur certains principes assez simples qui permettent vraiment voilà, de construire un peu sa pensée et qui peuvent, même pour les professionnels, finalement, vraiment nous outiller pour lire nos textes d'une nouvelle manière. Alors là, inévitablement, je cite Jean d'Avalon, puisque c'est quand même lui qui a beaucoup construit l'exposition comme un objet d'étude pour les sciences de l'information et de la communication. Ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a considéré comme un média, c'est-à-dire comme un dispositif producteur de signification à destination d'un public. Ce qui peut sembler évident aujourd'hui ne l'était pas dans les années 70 et 80, évidemment, donc aujourd'hui ça nous semble peut-être évident. Mais en fait, ce qu'il a fait, c'est que dans ce contexte, il nous invite vraiment à porter un regard à 360 degrés sur le texte et à le considérer comme un élément d'un dispositif médiatique plus complexe. Donc, quand on regarde un texte, évidemment, vous le savez, en fait, c'est tout le contexte dans lequel il s'insère qui est signifiant. Dans ce qu'il nous explique, Jean d'Avalon, on peut un peu discerner deux aspects qui sont d'un côté l'aspect plutôt conception et de l'autre l'aspect plutôt... pardon, c'est le bruit qui va. L'aspect conception et l'aspect réception, pardon. Alors, du point de vue de la conception, euh, ça veut concrètement dire que quand on étudie le texte, on l'étudie en le mettant en réseau avec les autres textes de la salle, avec les autres dispositifs de médiation, avec les expos, évidemment. Expo au sens objet exposé, hein. Il faut prendre en compte leur mise en espace, leur matérialité, leur mise en forme, et puis en fait aussi l'ensemble de la chaîne de conception, des aspects des plus politiques aux plus pragmatiques, professionnels, sur même comment est imprimé le cartel et qui l'imprime. Parce que tout ça, en fait, c'est signifiant. Et donc, pour le chercheur en SIC, le texte, c'est vraiment le résultat tangible d'un ensemble très long de prises de décision successives. Du côté de la réception, moi j'aime beaucoup citer Daniel Schmitt, qui nous dit que bien entendu, il y a d'un côté les intentions du musée et de l'autre ce que vivent les visiteurs. Mais justement, ce sont les décalages entre ce qui est attendu par les institutions et l'expérience intime des visiteurs qui est importante. Autrement dit, la manière dont le dispositif ne réalise jamais parfaitement sa fonction. Et en effet, la singularité du média exposition tel qu'il est entendu dans les sciences de l'information et de la communication, c'est qu'il laisse en fait un rôle fondamental au visiteur qui devient actif dans sa réception, dans son appropriation des œuvres et dans la construction d'un sens très individuel en fait. Et que du coup, la réception, elle précède et dépasse très largement le moment de la rencontre avec l'œuvre. Alors moi, je parle plutôt d'œuvre parce que je suis plutôt dans les musées de beaux-arts, mais avec l'objet exposé, et qu'il est influencé par un grand nombre de facteurs que le musée ne maîtrise absolument pas. Alors, maintenant, essayons de donner un petit peu peut-être corps à ces quelques notions théoriques à travers l'exemple de Rennes. J'ai eu l'occasion récemment, grâce à Sophie notamment, de pouvoir parler de chartes graphiques. Aujourd'hui, j'ai envie de m'attarder sur un autre aspect de la fabrique du texte. Et donc de vous parler finalement plutôt des textes auxquels j'ai été confrontée à mon arrivée et comment, du coup, les différents aspects que d'expliquer sur les sciences d'information et de la communication m'ont aidé à analyser ce que j'avais en face de moi. Euh, donc oui, d'après moi, les textes ont un avenir et étudier les textes du passé est très important finalement pour interroger leur pertinence future. Alors du côté de l'institution qui produit, juste d'un point de vue méthodologique, concrètement, ça veut dire que j'étudie les discours, les documents officiels, les organigrammes, les fiches de poste, tout ce genre de documents qui nous donnent des informations. Pour faire très vite, hein, vraiment très très vite,
Le musée de Rennes est un musée municipal. La municipalité, on a beaucoup de chance, a vraiment une politique très volontaire en direction de l'élargissement des droits culturels des visiteurs, ce qui fait que notre parcours permanent est entièrement gratuit, qu'il y a des chantiers menés à destination du développement de l'hospitalité dans l'ensemble des musées de la ville, donc beaucoup de travail sur l'accueil notamment, et puis un projet aussi de décentralisation des lieux culturels, donc ce qui fait que récemment, nous avons ouvert un deuxième site de notre musée dans un quartier prioritaire de la ville de Rennes. Donc tout ça montre vraiment comment le musée est invité à vraiment travailler en direction de nouveaux publics. Plus concrètement, comment un texte chez nous il est produit? En 2023, quand j'arrive, voilà l'organigramme comment il se construit. Structuration en 3 pôles. Un pôle visiteur dans lequel je suis associée, qui réunit toutes les missions liées à l'accueil du public, à la fois donc l'accueil, la médiation et la communication. Ce qui est plus intéressant, c'est quand on regarde la fiche de poste du responsable de pôle, on voit qu'en fait, donc le responsable du pôle visiteur doit superviser les documents d'aide à la visite dans toute l'étendue du spectre, et c'est précisé, cartel, texte de salle, dossier pédagogique. Cette organisation, déjà, elle peut laisser deviner aux chercheurs un rapport au cartel assez particulier. Il ne semble pas être le lieu où le scientifique diffuse ses recherches, puisqu'il n'est pas associé tant au pôle collection, mais plutôt vraiment un moyen de communiquer avec le visiteur et de l'accompagner dans son appropriation des œuvres. Et quand on est face au cartel, qu'est-ce qu'on voit? Alors, voici un exemple de salle de notre musée pour ceux qui ne le connaissent pas puissent visualiser un petit peu, et un cartel un peu classique. Euh, Voilà, si on veut aller très vite, hein, c'est un peu frustrant de devoir aller aussi vite, mais comment on peut étudier très, très rapidement un dispositif? Qu'est-ce qu'il nous dit comme ça un peu vite? Bon, on voit que déjà on est dans un strict respect des normes de l'histoire de l'art en ce qui concerne le cartel technique. Et puis après, dans le développement du texte, on peut observer qu'il y a différents points de vue, enfin différents types d'informations. On a un positionnement de l'œuvre dans la vie et dans le travail de l'artiste de manière plus générale, une analyse plastique avec des termes précis propres à la discipline, la provenance de l'œuvre, et puis encore une analyse stylistique et influence. Et on peut aussi, encore une fois, noter l'utilisation de termes vraiment propres à la discipline. On peut aussi noter une parenté avec le catalogue, puisque d'un côté, vous avez donc le même cartel, et de l'autre, la page du guide des collections. Donc déjà, visuellement, il y a une vraie parenté hein, qui est évidente. Et puis, quand on regarde de plus près, on voit qu'en fait, finalement, le cartel, c'est l'extraction d'un des passages du catalogue. Cette parenté, si on veut rester très pragmatique, elle peut être tout simplement considérée comme le signe de la rigueur scientifique d'une institution qui étudie ses collections et qui cherche à avoir sa position de référence dans le réseau des musées. Là où on peut commencer à avoir un petit peu des dissonances, c'est que moi, en arrivant, j'ai fait une petite enquête et en mobilisant les publics visés par la ville, bon, bah, ça donne qu'effectivement, beaucoup de visiteurs trouvent ça long. Alors là, on n'est pas sur le cartel le plus long, hein. Parfois, le texte peut aller vraiment jusqu'en bas, hein, il n'y a pas de blanc. Que du coup, ça a l'air compliqué, que ça a l'air de s'adresser aux habitués et que la lecture confirme cette impression. Et alors là, du coup, on peut se dire, bah, comment on peut expliquer ce décalage entre les valeurs portées par une municipalité, l'organigramme qui semble finalement, et les fiches de poste qui semblent expliquer que c'est le pôle visiteur qui s'en occupe, et que finalement, on a un dispositif qui semble pas tout à fait collé. Et bien en fait, c'est parce que la manière dont est vraiment produit le texte, et c'est là où ça devient aussi intéressant, c'est de se dire qu'il y a ce que le papier nous dit et ce qui se passe vraiment dans les faits, et que du coup, de confronter vraiment les documents un peu officiels à des entretiens et à l'immersion dans l'organisation, ça change tout. Et donc en fait, ce qu'on a aujourd'hui, c'est la rémanence des anciens fonctionnements. Donc là, ce que vous avez, c'est notre ancien organigramme qui est vraiment, on voit bien qu'il a été construit un peu au fur et à mesure. Et alors pour trouver le service des publics, il faut un petit peu de temps. Il est tout en bas à droite. Donc vous voyez que la structuration qui a été portée ensuite, elle est très signifiante.
Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, bah, ça suffit pas forcément. Et qu'effectivement, jusqu'en 2019, les cartels n'étaient pas cités explicitement dans les fiches de poste, mais que ça a toujours été la mission des conservateurs de s'en occuper, au titre qu'ils devaient développer et mettre en valeur, par des expositions temporaires et des activités diverses, les collections. Donc les cartels, que l'on a actuellement en salle, sont le résultat de campagnes d'écriture différentes, liées à la vie des collections, notamment des expositions, et elles sont directement liées en fait au catalogue. L'écrit scientifique précède toujours le cartel, mais il en est même l'objectif principal. Là, le cartel est vraiment secondaire dans ce processus. Et donc là, on voit que le nouveau paradigme porté par la municipalité, euh, eh bien, ça pose problème parce que ce qui a pu être une qualité il y a 10 ans, aujourd'hui devient un problème. Et c'est pour ça que c'est pas critiquer pour critiquer. L'idée, c'est vraiment de montrer que ce qui a pu marcher à un moment donné, pourquoi ça marche plus. Et qu'aujourd'hui, que ce rapport au catalogue, en fait, il est devenu synonyme d'exclusion. Et tout ce travail, en fait, il permet de délimiter des nouveaux besoins et de se mettre d'accord collectivement sur de nouveaux objectifs communs, en fait, pour les futurs textes. À mon sens, on ne peut pas reprocher aux responsables de collection de produire des textes finalement qui leur ressemblent, qui correspondent à leur cœur de métier. En revanche, on peut interroger l'éventuel refus de lâcher prise sur une partie importante de la fabrique du texte de médiation. Et donc, à Rennes, on voit bien que les objectifs que donne la municipalité à ces textes transforment profondément leur mission à ces textes. Et que de ce fait, pour qu'ils soient considérés comme réussis, c'est-à-dire qu'ils répondent à ces objectifs, ils doivent être repensés à la fois sur la forme, sur leur fond, mais aussi sur leur mode de production. Et je trouve intéressant du coup de terminer par une rapide citation de Nicolas Auboin sur un article vraiment très très intéressant hein, pour les gens, enfin pour les professionnels de musée et particulièrement pour les médiateurs, qui donc Nicolas Auboin nous dit, pour envisager de nouvelles formes d'activité portées par des acteurs nouveaux, il faut nécessairement réformer l'organisation. Et j'ai un peu dépassé mon temps, donc je vais m'arrêter là. Voilà. Merci beaucoup, Stérène. Ça soulève déjà de nombreuses questions. Est-ce que dans les intervenantes, il y a une remarque Bonjour. là-dessus? Oui, non. Donc, je vous propose bah, d'enchaîner justement parce qu'on voit bien donc qu'il y a cette question d'organisation qui compte, mais aussi le moment et l'historique par rapport à ce qui est existant ou ce qui va se faire. Et Claire Déglise du musée Gadagne va intervenir sur un projet de refonte du parcours permanent de la partie musée d'histoire. C'est bien ça, Claire? Oui, tout à fait. Enfin, je vais parler de l'aventure qui vient de s'achever de ce parcours, de cette refonte. Effectivement, donc moi je suis, bonjour à vous, je suis Claire Déglise, donc je suis responsable du petit service exposition. Donc j'irai pas moi dans l'organisation, mais on est deux au service et donc et donc là j'ai piloté la refonte du parcours permanent du musée d'histoire de Lyon. Et je vais un peu faire un premier tour de comment on a pensé notre médiation écrite, comment les spécificités. Et puis, et ensuite, je finirai avec une petite diapo. Alors, j'ai mis des extraits d'un rapport d'études, mais je vous dirais, voilà, on a un premier retour visiteur. Donc, ça nous conforte dans nos premières impressions et on va faire un certain nombre de remédiations. Donc, je vais un peu partager ça. Alors, pareil, je vais essayer de mettre mon diaporama en route. Tac. Toc, toc. Hop là, c'est toujours. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît exactement le musée, enfin Gadagne, donc parce que c'est un monument. Donc là, est-ce que vous voyez? Hop. Oui, c'est bon. Donc Gadagne, c'est un monument historique dans le Vieux-Lyon qui accueille le musée d'histoire et le musée des arts de la marionnette, donc musée d'histoire de Lyon, qui est assez ancien et qui vient donc d'être rénové.
Du coup, est-ce que tout le monde voit bien? Parce que j'ai deux... Tout le monde. Oui, on voit également tes commentaires, Ah voilà, c'est ça ce qui me semblait que Claire. c'était. Ouais, ok, bon. Eh bien, en même temps, ils étaient faits pour vous, mais du coup, je vais recommencer à partager autrement mon écran. Voilà. Je vais changer de logiciel. Tac, tac. Et bon, on va rester sur comme ça. C'est pas grave. Hop. Si je puis me permettre, il me semble qu'il faut que tu cliques dans Diaporama et que Oui, tu désactives le mode j'ai fait un présentateur. double écran, c'est pour ça. J'aurais pas dû. Je Ah, pensais. Je n'aurais pas dû. Hop. Tac. Donc, je vais repartager parce qu'avec Teams, c'est différent. Hop. Donc, je vais faire juste ma fenêtre. Et là, c'est tout bon là. Normalement, ça doit être bon. Non, c'est pas encore partagé ou bien mon réseau me Ah, trompe. zut. Bon, ben. On voit votre partage d'écran, Claire, mais on voit la fenêtre Teams. Oui. On voit pas le PowerPoint. Alors, attendez, je vais me remettre. C'est parce que j'aurais dû me rester. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. J'aurais dû faire le test jusqu'au bout. Non. Alors, Besoin, sinon, Claire, je peux le repartager. ouais. Sinon, attends, écran complet. C'est que là, je suis passée avec un autre logiciel. Et celui-là. Ah, on y est presque. Là, c'est bon. Avec OpenOffice. Voilà. Oui, c'est bon. Voilà. Je suis passée sur OpenOffice. C'est que on est donc dans les politiques municipales, justement, on est dans une démarche vertueuse de ne plus passer avec et ben voilà, on est sur des logiciels libres et du coup, des fois, je fais des transferts entre les deux et ça. Voilà, me revoilà, excusez-moi. Donc, j'étais dans la refonte de la présentation de la refonte de mon parcours. Et tout à fait. Ouais, merci. Donc pour ceux qui connaissent, je vais aller rapidement, mais pour ceux qui ne connaissent pas, donc on a ouvert en 2023-2024 un parcours entièrement rénové, mais qu'en fait on a fait en plusieurs étapes. Non seulement pour des questions budgétaires et de charge de travail, mais aussi pour développer vraiment notre projet au fur et à mesure donc des années. Donc entre 2019 et 2023, chaque élément de ce parcours permanent ont été ouverts de manière indépendante, puisque en fait l'objectif de ce musée, c'est d'offrir une exposition avec 4 entrées, donc 4 possibilités de rentrer dans l'histoire de Lyon, 4 lunettes pour regarder l'histoire de Lyon, puisque ça s'appuyait sur un PSC qui était en cours de renouvellement qui insistait sur remettre le public au cœur et en particulier dans nos expos permanentes, de maintenir la curiosité du visiteur dans ce parcours qui auparavant était assez labyrinthique, chronologique, comme souvent les musées d'histoire, mais aussi assez très lacunaire sur la partie contemporaine. Donc on a décidé de redonner les points de vue, enfin un enjeu s'ancrer dans les enjeux contemporains, tout en alternant la question didactique, vous verrez que c'est important dans la médiation écrite, et puis en reliant la question du personnel au collectif, c'était un gros manque aussi, la question des petites histoires dans la grande histoire, ou en tout cas d'incarner cette histoire au plus proche des visiteurs. Ce qui a donné lieu à donc, ce parcours en
4 temps, avec une volonté d'aller assez loin. Vous verrez que ça a eu vraiment un impact sur la médiation écrite, sur nos cibles selon les parcours, selon parce que c'est par étage, selon les plateaux. Donc, chaque thématique peut se visiter il y a un début, une fin, peut se visiter de manière indépendante, notamment en particulier pour ces publics cibles. C'est-à-dire que les touristes, c'est ce qu'on constate d'ailleurs un peu, vont aller voir la ville et puis venir rapidement au MHL et regarder juste la première expo qui s'appelle Portrait de Lyon, se repérer dans la ville. Idem pour les familles qui ne venaient pas trop au musée d'histoire alors qu'on a un musée des arts de la marionnette juste à côté. Donc on s'est dit que c'était l'occasion d'élargir, d'aller chercher ces publics qu'on voulait sensibiliser à l'histoire de Lyon, donc juste sur cette thématique. Donc c'était un petit peu le point de vue. Ça s'appuyait aussi sur une muséologie, alors voilà, de point de vue, donc qui met plutôt en valeur notre positionnement de musée de territoire et qui va aller interpeller les visiteurs et qui part des points de vue plutôt que des collections. Voilà, en 2 mots. Donc, mon propos va s'appuyer sur 2 éléments. C'est à la fois, il y a eu des constantes dans l'écriture de nos textes, et puis des variations. Justement, ça correspond un peu à nos axes forts de cette refonte. C'est à la fois, comme nous sommes passés d'un parcours chronologique à un parcours thématique avec 4 entrées thématiques, on voulait quand même donner un certain nombre de repères aux visiteurs. Donc ça se ressent tout au long de nos 4 expositions, donc des repères à la fois chronologiques et à la fois de forme, vous le verrez, de forme de nos panneaux et de nos façons de mettre notre médiation écrite, et en même temps un certain nombre de variations pour rythmer la visite, puisque c'était aussi un des gros reproches qui étaient faits avant, c'est une lassitude des publics au bout des 18 salles, ils étaient complètement lessivés par par leur grand parcours. Donc là, on essaie de rythmer la visite. Donc c'est un peu ce qui nous a guidés. Hop, tac. Alors, des repères, donc vous le voyez ici, à la fois, tout de suite, vous sentez des ambiances, alors notamment lumineuses, ça dépend un peu des photographies, mais très différentes, où effectivement, on a des codes couleurs pour chaque exposition, mais en revanche, ce qu'on a travaillé avec les scénographes, c'est à chaque fois le même type de panneau d'introduction. Donc vous l'avez dans cette exposition qui s'appelle Les pieds dans l'eau, et cette 3e exposition qui s'appelle Qu'est-ce que tu fabriques, et vous l'aviez dans la diapo d'avant, donc des grands panneaux introductifs qui sont identifiés notamment avec un typogramme qui a été travaillé à chaque fois de la même façon, et en même temps voilà, qui donne un signal fort sur le début de la visite. Puis ensuite, 3 niveaux de texte en général, donc qui se retrouvent toujours de la même façon, donc comme des livres, c'est le concept du livre ouvert, livre d'histoire qui a été décliné d'un point de vue scénographique. Donc vous l'avez ici. Est-ce que vous voyez ma flèche? J'imagine que non, pas forcément. Donc dans la diapo du bas, les 2 diapos du bas, vous voyez les 2 panneaux général de thématiques, puis les panneaux de sous-thématiques qui se retrouvent ici, donc avec un titre et puis un certain nombre de cartels développés directement sur les panneaux. Et enfin, un 3e niveau qui a été testé en fait dans la première exposition, donc qui est sur votre gauche rose. C'est un livret qui va vraiment plus loin. Et on s'est aperçu que les visiteurs les lisaient beaucoup. C'est donc une astuce qu'on a déclinée tout au long des parcours, donc des livrets
Donc c'est on va dire un renouvellement des fiches de salle. Enfin, on pourra revenir dans les débats, mais accroché. Donc là, c'est vraiment dans la petite image de gauche, rose. Vous voyez vraiment le rapport entre le texte de niveau 2 et le livret de niveau 3. Parfois, c'est plus lointain. Mais souvent ils sont assez proches. Ils permettent vraiment d'aller plus loin, et certaines fois, on s'est autorisé un certain nombre de liberté. Par exemple, ici, on a mis essentiellement de l'image, alors que le texte le texte de niveau 3 est plutôt au centre de la pièce. Donc ça, c'est une constante. Et comme je vous ai dit, notre parcours était étalé sur plusieurs années. Donc on a fait un peu évoluer quand même dès le début nos façons d'incarner ces écrits. Et vous le voyez, notamment, ça c'est celle qui est à droite, donc un peu plus violette, sur la question des engagements dans la cité. Les textes ont été un peu plus denses et les cartels aussi un peu plus. Donc de plus en plus de cartels développés. En revanche, ce qui est une constante, et ça vous verrez que c'est un retour visiteur assez global, c'est que les cartels sont tous regroupés sur un panneau en général et ne sont pas sous les œuvres, ce qui pose un certain nombre de problèmes et de questions. Petite parenthèse aussi sur la constante, je sais que ça avait intéressé mes collègues quand on a fait la préparation, constante dans la conception. Donc si ça vous intéresse, on pourra y revenir. Dans la conception, dans l'écriture de ces 4 niveaux. Donc, puisqu'on travaille en groupe projet, comme beaucoup de préparation d'expo. Et l'écriture aussi a été plurielle, c'est-à-dire qu'on s'est partagé à plusieurs. Alors, chaque expo était un peu différente, mais en général, notre directeur Xavier écrivait les textes d'intro et conclusion. Moi, je faisais les panneaux en général, mais des fois, il y en a sur l'expo bleue là que vous voyez, comme il y avait un vrai enjeu de médiation, je les ai coécrits avec la collègue de la médiation parce qu'il y avait certains textes qui sont plus des comptines. Enfin voilà, on a vraiment joué à fond le jeu du texte de section de niveau 1 assez original. Donc un pluriel d'écriture et après des réunions pour uniformiser l'écriture et chaque livret, les livrets ont été écrits par des personnes différentes. C'est là où il y a eu le plus d'écriture plurielle, mais ça a plutôt bien marché. Et on s'est fait au fur et à mesure d'une petite charte, notamment surtout pour l'écriture des cartels, pour ne pas se reposer toujours les mêmes questions, comment on écrivait. Et on arrivait de plus en plus dans le cartel, on commence par une interpellation. La première phrase est vraiment on rappelle l'objet, ce tableau. Enfin voilà, on essaie de tout de suite attaquer sur ce que les visiteurs voient. Alors je pense que c'est aussi lié au fait que les cartels sont loin des œuvres, donc il fallait faire tout de suite un rappel qui fait comprendre où est-ce qu'on est. Voilà, des petites chartes qu'on a partagées au fur et à mesure. On pourra y revenir si besoin. Voilà pour les constantes. Autre constante qu'on a travaillé spécifiquement pour ces parcours, c'est la question de l'écrit et de l'audio. J'ai trouvé que c'était peut-être intéressant de vous exposer nos différentes réflexion et évolution sur ce média audio, hein, qui est pas évident, mais qui pour nous, dès le début, en fait, dès l'introduction, était très présent. Donc c'est en bas à gauche, vous avez ces petites niches roses, et vous avez 3 petits boutons et des écouteurs. Donc ça, c'est dès l'introduction, et voilà, tout au long de l'expo, on a quand même beaucoup de dispositifs audio. Et la constante quand on a ces fameux personnages témoins, donc j'en ai pas encore parlé, mais c'est pour nous un axe fort qu'on avait mis dans notre programme muséographique dès le début, c'est d'incarner cette histoire par notamment cette petite histoire dans la grande histoire à travers 6 personnages témoins
que les visiteurs vont retrouver tout au long de leur parcours, qui ont été présentés au tout début. Vous avez dû voir dans la diapo initiale avec ce grand portrait collégial qui remet un peu, qui s'inspire donc de peintures hollandaise du XVIIe siècle, et bien chacun de ces personnages accueille là ici vous avez une des personnages qui incarne une période en particulier qui s'appelle Gabrielle, qui est jeune, qui accueille le visiteur au tout début de l'exposition. Ici, alors là, c'est des personnages secondaires, mais voilà, il y a des personnages qui sont récurrents, notamment cette Jeanne-Marie qui est une femme chef d'atelier Canuse, qui est de la fin du XVIIIe, début XIXe et qu'on retrouve à 3 endroits. Ce qui fait que les gens, dès le début, ont pu avoir conscience de le côté intime et de ces témoignages grâce au cartel qui reprend une partie de ce qui est dit et qui incite vraiment une petite phrase qui incite le visiteur à décrocher l'écouteur et à se plonger dans ce témoignage. Donc ça marchait plutôt pas mal. En revanche, là où on a plus galéré, c'est le texte qui parfois ne suffit pas. Là, j'ai mis les 3 petites expos là, les 3 petites photos sont en bas là à droite. On avait imaginé un conte audio qui se décline en fait en 3 épisodes au fur et à mesure du parcours enfant, du parcours les pieds dans l'eau, qui est plutôt à destination des familles et qui est vraiment le fil rouge à leur intention et qui délivre un certain nombre de messages de manière assez onirique et poétique. Et pour interpeller, on avait mis des petits textes, voilà, comme on a là, et dans la première partie aussi. Mais comme les dispositifs muséographiques sont tellement différents, voilà, là, le texte ne suffit pas il n'est pas supérieur au dispositif muséographique qui est très fort et donc qui parfois voilà, ne suffit pas. Merci beaucoup, Claire. 10 minutes. Ah oui, parce que je l'ai mis en tard. Voilà. Ah oui. On est bien dans les délais encore, Pauline. Peut-être une variante. Ah, j'ai mis mon. Oui. Allez, les variations, et puis de toute façon, c'est Et fini. puis voilà, et on passe la parole Voilà. au monsieur en latin. Puisque en fait, là, on a vraiment écrit aussi certains, mais ça, on pourrait y revenir. La variation, c'est quand on a écrit des choses spécifiques à destination des publics. Là, on a écrit de manière différente, à la fois dans les formes et dans les conceptions. Par exemple, là, ce qui n'a, au final, pas trop marché, ça s'appelle des mèmes et ça a été vraiment écrit en amont avec des ados et c'est pour cette cible ado de cette particulier. Voilà, pour le retour. Et là, c'est pareil, le texte est très sommaire. Il y a même dans l'expo Fleuve, les pieds dans l'eau, un niveau qui a été enlevé au mur. Donc ça a beaucoup perturbé les visiteurs. Et des textes plus type abécédaire, imagier. Donc on a vraiment réfléchi à quels mots pouvaient interpeller les familles et les enfants. Voilà. Et pour finir, des petites extractions, mais ça, on le fera plus tard. Une extraction de retour de visiteurs. Et tous demandent plus de cartels au plus proche des œuvres. Et ici perçoivent nos intentions et nos différents niveaux. Certains, notamment sur l'Expo Fleuve, sont sceptiques et s'inquiètent de la simplification des textes. Donc, on va voir ce qu'on fait de tout ça. Voilà. Oui, c'est sûr que ce sont des questions importantes et je pense qu'au Muséum Art Latin, après 11 ans de fermeture et une réouverture en 2021 et des choix importants qui ont été faits lors de la rénovation, maintenant vous avez le recul et peut-être que une remédiation pointe son nez ou des expérimentations dans les expositions. Donc Camille Roudot et Gaëlle Touzery, je vous invite à partager votre écran. Oui, bonjour et un grand merci pour votre invitation. Alors, on est honorés et ravis de pouvoir partager avec vous aujourd'hui nos questionnements sur la thématique de la médiation écrite parce que c'est un sujet qui fait véritablement débat
au sein de notre équipe. Je tiens à saluer en particulier le fair play de notre modératrice Céline Salvetta qui nous a invités, parce que dans une vie antérieure, pas si lointaine que ça, elle a fait partie du projet de rénovation et on n'avait pas forcément des positionnements en accord. Donc voilà, la discussion sera ouverte après et je serai ravie de pouvoir discuter avec elle, avec tout le monde sur ce sujet-là. Alors on s'est fixé comme défi un peu ambition de faire une présentation en 2 temps pour parler à la fois de l'expo permanente et de la temporaire. Donc du coup, pour tenir le délai, je m'excuse par avance, mais je ne vais pas entrer dans les détails, on pourra en discuter après si ça vous intéresse. Et je vais vraiment rester sur des positionnements politiques et sur des grands principes. Par contre, Camille, on n'est pas au début de la présentation. Si tu peux revenir en arrière, je suis désolée. Merci. Voilà. Donc moi, je fais partie de l'équipe du musée depuis un grand nombre d'années et du coup, ça m'a valu notamment la chance de pouvoir suivre le projet de rénovation depuis les prémices jusqu'à aujourd'hui, donc depuis plus de 20 ans. Et donc, pour poser un peu les choses, je vous propose de faire un petit voyage dans le temps et de revenir en 2009, au moment des premières réflexions sur la refonte du parcours permanent. Alors, on avait monté un petit groupe de travail qui associait notamment le service des publics, toute l'équipe scientifique. Et à ce moment-là, on s'est posé la question notamment de la place de l'écrit dans l'Expo permanente. Et en fait, ce qu'on va partager avec vous aujourd'hui, c'est un cas de figure qui, je pense, est un peu singulier, c'est-à-dire que on a fait le choix de limiter au maximum les supports écrits dans l'expo permanente, peut-être un peu traumatisés par les fameux 10-20% de visiteurs qui lisent les textes. On a pris le parti d'invisibiliser les textes d'expo, donc en forçant un peu le trait, il n'y a quasiment pas de cartel, pas d'étiquette dans le musée, et quelques panneaux de salle, et c'est tout. Et en fait, on a eu la chance d'avoir un important budget d'investissement, donc on avait de quoi payer un gros projet multimédia, et du coup, les textes sont à 95% cachés dans des écrans. Alors pourquoi? C'était un choix très assumé de notre part. La première raison, elle était d'ordre muséographique, c'est-à-dire qu'on voulait présenter des scénographies qui étaient datées, et on voulait absolument pas faire fleurir dans les salles des textes en 3 voire 4 langues sur tous les murs. Et le parti pris de l'architecte, c'était vraiment de cacher les textes d'expo dans des écrans qui étaient aussi discrets que possible. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième, c'était qu'on voulait faire basculer le musée de folkloriste qui était resté dans son jus depuis le début du XXe dans le monde contemporain. Donc, on a fait vraiment un gros effort pour basculer dans quelque chose de résolument moderne. Et donc, forcément, le multimédia, ça concourt à ça. Et la troisième raison, c'était une raison d'ordre scientifique. Comme on a un musée d'ethnographie, en fait, on produit énormément de patrimoine immatériel sous la forme d'enregistrement audio, de films. Et forcément, le multimédia, ça permet une valorisation vraiment idéale de ce genre de patrimoine. Donc, on a rouvert depuis le mois de mai 2021 et du coup, on a un retour des visiteurs qui nous permet de faire un petit bilan de ce parti pris vraiment radical qui avait été fait au moment de la rénovation. Alors, il y a des choses qui marchent plutôt bien. D'abord, le côté moderne, il est plébiscité par les visiteurs, notamment par les publics familiaux et les jeunes. On a pas mal de dispositifs ludiques qui se passent de texte et qui fonctionnent très bien pour les familles. Ensuite, j'ai entouré, là, vous voyez sur la photo, le petit rond blanc, ça montre en fait les fameux multicartels qui sont en 3 langues et qui en fait contiennent 90% du propos du musée et en fait qui s'avèrent être de véritables encyclopédies sur nos collections. En fait, il y a énormément de textes dans notre musée, mais il est caché dans les écrans. Et ça fonctionne assez bien dans la mesure d'une part où ça ne nuit pas aux présentations historiques, puisque c'est assez discret. Et les visiteurs font un retour assez positif de ça, parce qu'ils arrivent à trouver le degré d'information qui les intéresse, soit un degré type cartel de base, soit des choses beaucoup plus développées. Donc ça fonctionne. Et la troisième chose qui fonctionne aussi, c'est certains dispositifs immersifs qui sont vraiment purement multimédia, et qui en fait se passent complètement de texte et qui permettent de raconter par des images animées ou des films des choses qui nécessiteraient un long discours écrit et qui finalement permettent aux visiteurs de se plonger dans un discours assez complexe par un dispositif qui est très léger et assez poétique. Donc ça fonctionne.
Mais bien sûr, si on est là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui dans nos salles. Comme tout le monde, on souffre d'un manque de renouvellement des équipes, notamment des techniciens, et puis d'un manque de budget de fonctionnement. Donc, dans nos salles fleurissent depuis quelque temps des petits panneaux sympathiques pour des écrans qui sont en maintenance et qui fonctionnent plus. Donc, l'accès aux informations, il est perdu. Et puis, on voit aussi sur la droite là de l'image que, en cas de forte affluence, nos multicartels, ils sont très bien, mais ça bouchonne. Donc, on a des retours visiteurs. Alors là, je vous ai mis des extraits du livre d'or, si vous avez le temps. En général, c'est assez cocasse parce que les gens sont sympas, ils font de l'humour. Mais en gros, le message que les gens nous disent, c'est que il y a des visiteurs qui n'aiment pas le multimédia et qui demandent des supports texte classiques, type cartel, type feuille de salle, type panneau au mur. Et nous, on a fait l'économie de ça et du coup, on a perdu une part de notre public dans des choses qui sont trop compliquées pour eux. Et je suis désolée, je passe un peu vite, mais c'est pour rester dans les délais. Et en fait, cet état de fait, il a aussi été confirmé par une étude qui a été faite par l'Université d'Avignon, que Céline a pilotée d'ailleurs. Elle pourra en parler mieux que moi, mais en fait, qui confirme que déjà, il y a les dispositifs qui fonctionnent le moins bien, les gens ne les voient pas, ou alors ils restent maximum 1 minute dessus. Donc nous, on a beau avoir développé énormément de contenu écrit dans ces écrans, les gens, ils ne vont pas les chercher. Et puis en plus, il y a le fameux syndrome du découragement des visiteurs face au numérique qui induit une fatigue cognitive et physique et contre laquelle on ne peut pas faire grand-chose si ce n'est recourir à des supports texte classiques. Donc on est en train d'échafauder des projets, des chantiers pour remettre dans le musée des textes au mur et notamment des feuilles de salle. Et pour l'instant, c'est toujours en cours de réflexion et je vais passer la parole à ma collègue Camille qui va nous parler des expos temporaires parce que pour nous, les expos temporaires nous permettent d'expérimenter ces supports et de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et peut-être d'améliorer aussi à terme l'expo permanente. Mais juste avant de lui passer la parole, moi, je voudrais souligner une réflexion que j'ai par rapport à tout ça et qui me pose problème. Et c'est pour ça que je serais vraiment curieuse de savoir ce qui se passe dans vos institutions. C'est-à-dire que ce sujet, il dérange encore dans l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui pensent qu'il faut réadapter l'espèce de dogme qu'on avait, le dogme radical initial du tout numérique, en réintroduisant des textes classiques, dont je fais partie, et les gens qui veulent persister dans le choix qui avait été fait initialement. Et du coup, les chantiers qu'on veut mettre en place aujourd'hui, ils ont du mal à se mettre en route parce que c'est pas des choses qui sont perçues comme prioritaires. Et du coup, on galère un peu avec notre bâton de pèlerin pour essayer d'adapter les choses. Voilà. Donc, je suis tout à fait ouverte à la discussion sur cette thématique-là. Si jamais vous avez des retours par rapport à si vous vous posez ces questions, ça m'intéresse. Et je passe la parole à Camille. Merci. Bonjour, donc moi je m'appelle Camille Roudot, je travaille aussi au service recherche, muséographie, exposition du Musée Art Latin depuis moins longtemps que Gaëlle. Moi je suis arrivée à la fin du chantier du parcours permanent et du coup j'ai davantage travaillé sur les expositions temporaires. Donc depuis la réouverture du musée, on a produit 3 expositions temporaires. Je vous ai mis 3 images pour vous les situer rapidement. La première c'était en 2022, c'est l'image de gauche. C'était une expo autour du mariage avec un parti pris plutôt ethno-historique, un sujet très ethno traité de manière historique sur 3 siècles. La deuxième que vous voyez au milieu, là on change complètement d'univers puisque c'était une expo photo qui s'inscrivait dans le Festival des Rencontres d'Arles, un festival international de la photo qui se tient tous les ans à Arles. Et là, une expo autour de la pétanque avec des photos des années 60-70. Et la dernière à droite, c'est l'exposition qu'on a présentée cet été avec une approche qui n'est pas commune au Musée Art Latin, puisque sujet beaux-arts, on exposait des dessins d'un collectionneur et artiste du début du XXe, Gustave Fayet, qui a illustré un poème célèbre du fondateur du musée, Mistral. Tout ça dans une mise en scène, dans une scénographie, de Christian Lacroix. Donc, une approche vraiment très beaux-arts. Et j'insiste là-dessus parce que, en fait, mon propos, c'est de vous dire que au Musée Art Latin, on n'a pas retrouvé de recettes pour l'écrit dans nos expositions temporaires.
parce que voilà, on est aux prises avec des expos OTS qui sont très divers à chaque nouvelle expérience. Et du coup, on a un peu du mal à systématiser quelque chose qui fonctionne très bien. Deuxième petite remarque préliminaire, rapidement. Autant pour le permanent, on a maintenant une étude des publics qui nous permet de à peu près certain de ce qu'on avance. Autant pour les expositions temporaires, on n'a pas d'étude de public. On n'a jamais eu d'étude de public. Donc, ce que je vais rapporter maintenant, c'est vraiment un retour d'expérience de nos observations en tant que service recherche muséo, mais aussi évidemment celles de nos collègues qui sont davantage en contact avec les visiteurs et les visiteuses. Alors, avec Gaëlle, quand on a essayé de regarder un peu rétrospectivement sur ces 3 expositions temporaires, on s'est aperçu qu'on avait une tendance à aller vers du moins de texte et moins d'écran. C'est pour ça que on a intitulé cette première partie la sobriété. Enfin, on a parlé de sobriété. Là, vous voyez une image de notre première exposition temporaire, donc autour du mariage. On avait 6 niveaux de texte, de l'introduction au cartel. Vous voyez notamment en bas de l'image 2 niveaux de cartel. Et puis, vous voyez un petit écran à côté des cartels. On avait des petits écrans comme ça dans tout le parcours. Il y en avait 11, plus ce que vous voyez au deuxième plan, c'était 2 films en son ouvert. Donc, comme l'a dit Gaëlle, nous, le multimédia film, c'est pas toujours un outil de médiation, ça peut être aussi un outil de présentation de notre patrimoine culturel immatériel, mais n'empêche que ça faisait vraiment une exposition très dense. Deuxième exposition, donc celle sur la pétanque avec un média photo surtout. Là, on a fait un choix radical. On s'est dit qu'il fallait pas qu'on retombe dans le même écueil que 2 ans plus tôt. Et du coup, on n'avait plus qu'un niveau de panneau. Donc là, vous voyez le texte d'introduction à gauche en rouge. Il y a aussi un texte de section qui avait le même format à peu près sur la droite. Et puis, on avait 2 niveaux de cartel, cartel simple ou technique et puis cartel développé. Et ce que vous voyez en violet, c'est un parcours enfant, mais j'en reparlerai très rapidement à la fin si j'ai encore un peu de temps. Et ensuite, dernière exposition, donc celle de cet été. Là, en préambule, il faut dire qu'on n'était pas pilote de ce projet. Donc, on l'a rejoint un peu sur le tard. Et il avait été décidé que comme c'était une expo avec un parti esthétique très fort, il n'y aurait pas de texte, ou seulement un texte d'impro. Et là, même si on avait vraiment fait le choix très conscient d'aller vers plus de frugalité, on s'est dit que ça allait être trop frugal et que nos visiteurs n'allaient sans doute pas s'y retrouver parce que c'est pas ce à quoi on les a habitués. Et du coup, il y a eu une négociation avec la maîtrise d'ouvrage et le commissariat d'exposition pour ajouter quelques textes. Donc, il y avait notamment ces panneaux de texte biographiques. Avec Gaëlle, on a aussi rédigé les panneaux en long que vous voyez sur l'image de gauche qui scandaient cette série de dessins et qui permettaient de les resituer à la fois dans l'œuvre de Frédéric Mistral qui venait illustrer et puis aussi dans les partis pris esthétiques de Gustave Fayet. Et enfin, gros test pour nous et pour le parcours permanent, on a rédigé des fiches de salle qui venaient un petit peu compléter les cabinets de curiosité qui avaient été pensés par Christian Lacroix dans les chapelles annexes que vous voyez sur la gauche de l'image de gauche. Et ça nous tenait vraiment à cœur parce que, étant au musée d'ethnographie, on n'a pas du tout l'habitude que nos visiteurs ne puissent pas accéder à de la documentation sur nos objets. Et ça, on pourra en reparler. Je pense que je ne vais pas avoir le temps de le développer, mais moi, c'est une question qui m'intéresse. On a essayé, pour répondre à ce parti pris très esthétique, d'avoir une écriture sensible pour ces feuilles de sel, et ça a été un échec complet. On a fini par retomber dans nos travers documentaires, mais vraiment complètement. Et voilà, donc si d'autres personnes présentes aujourd'hui ont eu cette expérience et l'ont réussi, on est preneuse de retour. Et c'est là.
Ah oui, les livrets. Claire a évoqué des livrets qui avaient l'air beaucoup plus esthétiques que les nôtres. Euh, nous, les livrets, on les fait, enfin, c'est notre collègue de la com qui les fait en interne et qui fait ce qu'il peut. Mais on lui communique les éléments assez tardivement, donc c'est pas simple. Mais c'est une solution un peu palliative pour la gestion des langues dans l'expo temporaire. Et là, on revient vraiment sur quelque chose qu'on avait banni du permanent. On n'a pas de livret, par exemple, jeune public. Donc, c'est un outil qu'on remet en route pour le temporaire. Et pour l'instant, on n'a pas de solution qui soit différente, quoi. Hop. Et enfin, euh, une dernière réflexion. On a tenté quelque chose qui ne s'était pas fait précédemment, en tout cas pour le permanent au muséum. C'est un parcours jeune public dans l'exposition sur la pétanque. Il nous semblait que le sujet se prêtait à une visite famille. Et du coup, on a travaillé avec Claire Lorenzio, qui est médiatrice en charge du public famille, à la rédaction de petits cartels enfants-famille. Et on a vraiment travaillé, on s'est appuyé sur les conseils d'une muséographe jeunesse, Margot Coy, qui travaille à Univers Sciences. Voilà, on a essayé de proposer des dispositifs qui étaient des tout petits textes relatifs à une thématique ou un objet, et surtout qui étaient toujours invitants à une action, soit un cherche et trouve, c'est ce que vous voyez ici, mais il y avait aussi du mime, des fois on faisait appel à de l'observation, de l'invention, de l'imagination. Et à notre grande déception, on n'a pas observé beaucoup de parents et d'enfants qui s'emparaient de ce parcours-là et qui faisaient la visite en faisant chaque stop sur les petits cartels violets. Par contre, ce qui a beaucoup mieux marché à notre grand étonnement, c'est que dans cette exposition, on avait une sorte de petit espace détente qui était une évocation d'un lieu phare de l'espace bouliste, qui est le bistrot où on fait des tirages au sort et on boit un coup en après-match. Et dans cet espace bistrot, il y avait des chaises pour s'asseoir et à partir desquelles on pouvait consulter le catalogue. Et on avait aussi disposé le dernier spot du parcours enfant, qui était simplement en fait un spot coloriage où on a fabriqué en interne des photos à colorier pour les enfants. Et il n'a pas des amplis de tout l'été. Donc, nous, on est un peu voilà, ce qu'on a retenu de cette expérience, c'est que peut-être l'espace enfant fonctionnait mieux que le parcours enfant ou l'ensemble de cartels enfant. Ouais. Je vais m'arrêter là. Juste, on a Mhm. pensé à 3 éléments peut-être de conclusion sur ces expériences qu'on a pu faire dans le temporaire. Ce qu'on en retient, nous, sans doute, c'est que aller vers une sobriété choisie, ça semble être quelque chose qui nous convient et qui convient à nos visiteurs. Qu'il faut se méfier de nos propres biais, parce que voilà, vous avez vu cet exemple du parcours enfant où on était assez sûr de ce qu'on produisait, et puis finalement, ça n'a pas donné grand-chose. Et puis, dernier élément, peut-être des fois savoir revenir aux fondamentaux. Finalement, nos livrets de visite, c'est plutôt quelque chose qui fonctionne, donc pourquoi aller chercher plus loin et plus compliqué? Mhm. Merci. Merci beaucoup Camille et Gaëlle d'avoir partagé toutes ces interrogations. Et justement, vous avez parlé de public et des différentes langues et la question des normes de la loi à l'accessibilité, de la loi tout bon sur les langues. C'est une question aussi qui traverse la question de la médiation écrite. Et Sophie Hervé, pour le Musée national de l'histoire de l'immigration, va nous parler justement de cette question-là. Sophie, est-ce que vous êtes Oui, bonjour. sur le pont? Merci Céline, je suis sur le pont. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je mets en partage le document, mon support. Est-ce qu'il apparaît? Oui, c'est bon, on le voit bien. Tout va bien? Très bien. Oui. Alors, moi, je suis Sophie Hervé, je suis responsable du service de la médiation et des ressources pédagogiques au Palais de la Porte Dorée. Alors, j'aurai une présentation moins globale sur la médiation écrite par rapport à ce que vous ont présenté les collègues à l'instant. Je vais plutôt me concentrer, moi, sur des supports en lien avec les questions d'accessibilité et de participation des publics. Alors, déjà, juste pour très rapidement vous situer d'où je vous parle en ce moment. Le Palais de la Porte Dorée, c'est un établissement public
dont vous voyez ici la façade. Donc, c'est un monument historique qui était l'ancien musée permanent des colonies qui a été construit en 1931 pour l'exposition coloniale internationale. Dans ce monument, 2 entités, un aquarium tropical, qui n'est pas complètement le sujet d'aujourd'hui, mais un petit peu, vous verrez pourquoi, l'aquarium tropical et le Musée national de l'histoire de l'immigration, donc qui est à la fois ce musée, un musée d'histoire, un musée de société, mais aussi un musée d'art, puisqu'il y a un nombre substantiel d'œuvres d'art contemporain pour faire connaître et reconnaître l'immigration, la part de l'immigration dans l'histoire de France. Alors, ce sont des entités, vous voyez, par ces sujets assez distincts, donc avec des programmations distinctes. Mais cette année, 2025, nous sommes heureux d'inaugurer une exposition qui englobe ces 2 entités. Et je vais m'appuyer sur cette exposition. Cette exposition, c'est Migration et climat, comment habiter notre monde, qui se déploie à la fois dans le musée et l'aquarium, car il s'agit d'explorer les liens entre le climat, le changement climatique, le dérèglement climatique, son lien avec les migrations du vivant, que ce soit les humains ou les animaux. Donc, c'est une exposition qui a été inaugurée mi-octobre et qui court jusqu'au 5 avril. C'est une exposition de 6 mois, donc une exposition dont la durée est très intéressante pour également essayer de mettre en place des dispositifs plus particuliers. Alors ici, vous avez la séquence d'entrée, migration et climat. Donc cette séquence d'entrée avec à la fois des œuvres et un dispositif textuel. Alors le dispositif textuel, si on parle de la médiation écrite générale dans cette exposition, elle est évidemment assez conséquente, hein. On a des textes d'introduction, 2 sections, il y a 4 sections, de sous-sections, et puis des cartels simples et développés pour les œuvres. C'est vraiment l'écrit joue son rôle traditionnel de fil narratif. C'est une exposition à la fois scientifique et artistique, avec des datas, des données, des œuvres d'art. Donc l'écrit est absolument là vraiment fondamental. Enfin, en tout cas, c'est le dispositif le moins coûteux et le plus facile à mettre en œuvre pour expliquer des notions quand même assez complexes de changement climatique et pour assurer ce fil narratif et pour expliquer le sens des œuvres, pourquoi les œuvres sont présentes dans cette exposition, au point qu'à l'ouverture, il y avait peut-être 20% de cartels simples et qui ont été pratiquement tous transformés en cartels développés, tellement les œuvres elles-mêmes nécessitaient d'avoir un appareillage explicatif pour expliquer le sens d'une œuvre par rapport à la thématique de l'exposition. Alors, là, c'est focus. Je vous propose là, de vous rapprocher du dispositif d'introduction. Céline, tu parlais des langues. Alors là, on est assez clean. On respecte la loi Toubon. On a 3 langues au mur, français, anglais, espagnol. Les cartels, en revanche, sont en français. Il faut dire qu'on a une assez faible proportion de visiteurs étrangers. Je crois que je ne vais pas me tromper, mais je crois que c'est autour de 4 ou 5%. Donc, voilà, on n'a pas un multilinguisme total sur l'ensemble des supports écrits. Je voudrais vous attirer votre attention, je vais vous parler plus particulièrement je ne sais pas si vous voyez ma souris, des petits de l'écran LSF, du texte Falk à sa gauche et d'un texte qui introduit un parcours enfant. Donc, je vais faire aussi un peu écho à ce qu'a indiqué Camille tout à l'heure sur le parcours enfant. Donc, on a souhaité pour cette exposition, mettre un accent particulier sur les questions d'accessibilité. D'accessibilité au sens de la loi de 2005, la loi pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Et d'accessibilité plus élargie aussi au public famille. Alors, je vous fais défiler les 4 sections. La première, c'est rien de nouveau sous le soleil. Donc, il y a toujours ce dispositif assez homogène, constant, de textes français, anglais, espagnol, Falk et LSF. Je vous fais défiler les différentes sections. Des équilibres quand le changement climatique menace le vivant. Donc là, c'est vraiment des études de cas, le contemporain. Que faire?
des pistes de solutions à l'échelle individuelle ou internationale. Et enfin, mer, migration et climat. Alors, cette accessibilité assez assumée, on en était assez, moi j'en suis assez contente, etc. Mais il y a peut-être quelque chose qui vous gêne pour regarder ces images. C'est la maladresse de la mise en espace de ces textes, puisqu'on a un peu l'impression qu'on a le handicap d'un côté et le valide de l'autre. Donc ça, c'est vraiment vous voyez, la petite, la mauvaise surprise au moment de la pause. Voilà. Donc, rien vous dire d'autre que cette désillusion d'accrochage qui, d'une bonne intention, peut être renversée. Alors, on n'a pas du tout eu de retour négatif, mais on doit pousser dorénavant un peu l'étude de ces dispositifs. Je vais y revenir. Alors, rapidement, sur les vidéos LSF, c'est une exposition scientifique, donc il y a des documentaires, il y a des témoignages aussi, donc des audiovisuels, il y en a à peu près, je sais pas, 8-9, je dirais. Et donc, l'idée est arrivée rapidement, ça serait bien d'avoir des intégrations LSF à l'intérieur de ces documentaires pour les rendre accessibles aux personnes sourdes signantes. Et on s'est dit aussi rapidement que plutôt que de proposer que des petits focus comme ça, peut-être que ce serait intéressant d'avoir aussi un fil narratif aussi proposé à ces personnes, mais vraiment un vrai fil narratif, et donc d'avoir de la LSF, non seulement dans ces audiovisuels, comme ça peut se faire, mais vraiment d'en avoir aussi dans la séquence d'introduction et à chaque section, pour que se dessine aussi un vrai propos, sachant que c'est vraiment aux introductions de section que les grandes articulations du propos, les faits scientifiques, etc., s'expriment et se développent. Donc, on a ce fil de vidéos LSF qui ont été faites par une boîte audiovisuelle et une agence d'interprète et de traduction, vice-versa, qui, je crois, est basée à Toulouse. Donc, des vidéos LSF tout au long du parcours. Maintenant, je vous propose de regarder plutôt donc, les cartels Falk. Ici, ce sont des cartels qui s'adressent à qui correspondent à une sélection d'œuvres. C'est un autre exemple de mise en espace. Habituellement, au Palais de la Porte Dorée, on fabrique plutôt pour les expositions temporaires des livrets Falk, donc des choses qu'on demande à l'accueil, qui se délivrent sur demande ou disponibles sur le site web. Là, on a souhaité les mettre au mur, pour les assumer, pour leur permettre une plus grande diffusion. Alors, on s'est posé la question du facile à lire ou du facile à lire et à comprendre. Là, on a pris le parti, on a vraiment réfléchi parce que c'est vrai que le Falk est assez contraint, il répond vraiment à une norme, la norme INAPI, etc. Il est assez estampé, assigné personnes en handicap mental, même si on sait que des personnes allophones qui ont parfois des difficultés, peu portées vers l'écrit, peuvent les lire, peuvent être des soutiens aussi pour ces personnes, mais c'est vrai qu'il est assez handicap mental. Le FAL, en tout cas, les textes simplifiés ont cet avantage d'être un peu plus universel, je dirais. Alors, quand on a évoqué simplement des textes simplifiés, on nous a fait la réponse, mais pourquoi des textes simplifiés alors que les textes de section, les cartels, seront très explicites pour tout un chacun? Vous voyez, on sait bien que voilà, c'est pas tout à fait la même démarche, mais du coup, ça posait vraiment problème d'avoir d'un côté les textes produits par le commissariat et les expositions, et à côté un texte simplifié, comme si le texte commissariat ne jouait pas son rôle. Donc, pour trouver le consensus, on a opté pour des cartels Falk, et ça avait du sens parce qu'on était un peu dans une optique et des objectifs d'accessibilité, et on travaille beaucoup sur la notion de soin. On n'est pas les seuls, évidemment, mais c'est notre cas aussi de travailler sur la notion de soin qui est un peu au cœur de notre politique RSO, qui est assez importante au Palais de la Porte Dorée, et donc la notion de soin des agents, du public, soin des espèces, de nos pensionnaires aquatiques, soin des mémoires, et quelque chose qui nous porte. Donc, des cartels Falk, là aussi, on les a pas uniquement autour d'une sélection d'œuvres, mais aussi à l'introduction, à chaque section. Vous en avez ici donc le cartel d'introduction à gauche. Au centre, l'exemple du cartel Falk, du texte Falk présentant la section 1. Et à droite, des cartels, un exemple d'un cartel qui correspond à une œuvre. On a 10 cartels Falk
qu'on a travaillé comme il se doit avec des publics. Et là, on a pu bénéficier de notre jumelage culturel avec la ville de Bondy. Bondy, c'est une ville dans le nord-est de l'Île-de-France. C'est un partenariat au temps long. Pour le moment, il est de 3 ans. Et donc, c'est un lien très privilégié que nous avons avec les acteurs socio-culturels de cette ville. Et on a pu travailler pour ces cartels FALC avec un établissement d'adolescents, un établissement spécialisé. D'abord, on leur a présenté l'exposition, des images d'œuvres, des échanges. Ensuite, l'écriture a été en interne par une chargée de projet médiation. Et ensuite, une deuxième séance de relecture, de choix de pictogrammes. Vous savez que l'image est très importante dans le FALC pour soutenir le texte. Et on a abouti à ces textes qui sont assez assumés dans l'espace. Alors, pour dire les choses un peu aussi directement, pas toujours appréciés aussi en interne, parce que bon, bah, c'est quand même, vous voyez, c'est grand, c'est du A4. Ils sont très contrastés. On les voulait aussi très accessibles sur le plan visuel. On doit faire justement un travail un peu d'étude pour voir un peu l'effet de ces cartels dont on a eu déjà quelques retours positifs sur le fait, ah ben c'est bien d'avoir parfois des textes beaucoup plus simples à lire que les textes ordinaires. Donc ça, c'était les cartels FALC au mur. Enfin, les cartels enfants. Au Palais de la Porte Dorée, il y a des parcours enfants à la fois l'exposition permanente, dont je ne parle pas ici, et les expos temporaires, hein, donc depuis à peu près 3 ans, je crois. Je n'étais pas là, mais je crois que c'est ça. Alors, c'est une vraie question. Je partage tout à fait les questionnements de Camille. L'écrit, en plus, on est un peu dans un musée d'histoire hein, aussi, donc l'écrit est très prégnant pour le coup aussi. Et donc, les cartels enfants, jusqu'à maintenant, étaient écrits, voilà, du texte seul. Là, on a réfléchi et comme on avait ce lien privilégié avec des foyers de population à Bondy, on travaille avec les maisons de quartier. Alors, on a des projets au long cours de médiation humaine, on a des projets divers, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec ces enfants de maisons de quartier, des jeunes en insertion. Et là, on s'est dit, ben là aussi, on va travailler avec eux pour penser ces cartels enfants. Et on est parti sur la piste, alors pas de la coécriture, qui serait pour moi la suite, mais déjà un travail de cartel illustré. Donc vous en avez un exemple, c'est ces A4 aussi qui sont placés à disposition dans la zone des cartels. 13 cartels d'œuvres. Alors là, pas de cartel au niveau des sections, ça nous paraissait moins utile, parce que je partage le fait que l'écrit n'est quand même pas le médium le plus adapté quand même pour les enfants, le plus attractif, hein, ça fait un peu scolaire. Là, mais en fait, là, je vais retourner. Le travail qu'on a fait avec ces publics de maisons de quartier était tellement intéressant aussi pour les équipes en interne de chargés de médiation et pour les enfants eux-mêmes qui étaient tellement fiers parce qu'ils ont fait des dessins, de retrouver après leurs dessins dans cette exposition que du coup, ça vaut le coup, en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait nous-mêmes une sélection d'œuvres, pas les mêmes que les FALC pour pas avoir une forêt de cartels. Avec le commissariat, on a fait cette sélection d'œuvres. Ensuite, on en a parlé avec des jeunes. On s'est intégré dans un dispositif classe, c'est l'aide aux devoirs. Donc, on venait à 16h30 leur parler de ces œuvres et on leur a posé une question qui était à chaque fois une question d'imagination pour déplacer un peu le regard. Ici, sur cette œuvre d'un artiste Ruben, Abraham Henrik Ruben, Shared Migrations, c'est l'œuvre qui ouvre l'exposition. Là, imagine un bateau pouvant transporter les humains, les animaux et les esprits. C'est le sens de cette œuvre. Et donc, on a voilà, ce type d'illustration. Un autre exemple, les raisins de la colère, pour évoquer les grandes sécheresses et les tempêtes de sable qui ont affecté le sud des États-Unis dans les années 1930. Ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Comment, à ton tour, d'imaginer des gens qui partent de leur village. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Dust Bowl, c'est la grande chaleur, c'est la sécheresse. Mais la petite fille qui a fait ce dessin, la maman pleure et il pleut. Voilà, elle a eu. Et il y a eu ce petit sens de l'interprétation, du ressenti, qui décale un petit peu le regard sur l'œuvre. Ici, un autre exemple, La petite pêche de Julien Benetton, montrant la raréfaction de la ressource halieutique au large de la Mauritanie et du Sénégal. Alors, en une séance, parce que ces dessins ont été faits en une seule séance, parfois les enfants, ils recopient aussi, hein, c'est pas toujours... voilà, alors en faisant des choix. Donc, on a comme ça 14 cartels illustrés. C'est à la fois donc 2 séances de travail avec les enfants
C'est déjà très bien, mais c'est pas beaucoup non plus, hein. C'est vrai qu'on aurait envie de se dire, allez, c'est une première étape, mais on pourrait aller un peu plus loin. C'est vrai que faire participer les publics, c'est peut-être 2, 3, 4 séances pour vraiment apporter un regard qui déplace un petit peu le point de vue sur les œuvres. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer sur ces supports complémentaires donc pour lesquels l'écrit et reste encore l'écrit, pardon, pour les cartels enfants, je ne l'ai pas dit, a été fait en interne par un chargé de projet médiation. Donc, pour conclure, cette médiation écrite expographique qui est au mur, quand même, c'est une forme d'affirmation des différentes voix. Ça reste, je pense, extrêmement important pour évoquer la pluralité des usages de nos publics dans une exposition. L'efficacité est à évaluer. Des cartels Falco mur, peut-être que c'est moins pratique au fond qu'en livret, donc c'est des choses qu'on va mesurer. Ces cartels enfants sont-ils finalement attrayants avec ces illustrations? Sont-ils incitatifs? Ça, c'est à évaluer également. Vous dire également qu'effectivement, le partenariat au long cours sont des vraies chances et des vrais leviers d'appropriation pour les publics aussi avec lesquels on co-construit. Et que cette co-construction avec les publics, on souhaiterait peut-être l'approfondir au Palais de la Porte Dorée globalement, notamment à l'endroit des sujets qui seront un peu sensibles, celui du monument qui parle de colonisation, le sujet des mémoires aussi autour du MNHI. Et pour, comme j'ai ouvert sur la participation des publics, on l'a à plein pot, à plein régime dans notre salle de médiation qui conclut l'exposition. Et aussi, comme les collègues du Musée Arlaten, grand succès des dispositifs d'appropriation, de détente, etc. Un data string wall où là, on demande au public de se positionner par rapport à des questions sur le sens de l'engagement pour le climat, un atelier de fabrication de tentes et un mur d'expression. Et la médiation écrite est aussi dans ces murs d'expression, puisque l'écrit est aussi un vecteur d'expression fort des publics, puisque ces murs, en général, ne désemplissent pas. Et là, c'était la question, quel message adresseriez-vous aux générations futures? Merci. Merci beaucoup, Sophie. Il y a déjà une question. Est-ce que les cartels Falk sont présents pour tous les objets? Pour une sélection seulement, une dizaine, qui correspond au fait qu'il y a un degré d'attention quand même qui est à mesurer. Tout, mais alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, vous ne donnez pas le choix, ce qui est tout à fait un argument. Mais aussi le fait que une dizaine nous a semblé être un bon équilibre et dans l'échange aussi avec les jeunes, de la capacité d'attention aussi. Et pour Claire d'Église et Stérène Amont, quel lien y a-t-il entre le commissariat scientifique et les chargés de collection pour la rédaction des textes? Et en préparant cette table ronde, on s'était posé la question, en effet, de qui écrit, voilà, quel lien. Donc c'est une question redondante, mais en fait, il y a plein de sujets qu'on pourrait tirer. Donc, est-ce que Claire ou Stérène voudraient répondre à cette question? Bah, je peux commencer si ouais. Oui. Alors nous, c'est toujours le commissariat. En fait, nous, le commissariat scientifique, il est mené par les chargés de collection. Dans l'exposition temporaire, il rédige. Jusqu'à très récemment, on peut dire qu'il rédigeait même seul. La relecture de la médiation commence à être mise en place. Dans le parcours permanent, en fait, moi, aujourd'hui, justement, ce qui est intéressant, c'est que grâce au projet de thèse, au fait que je sois devenue pilote du projet, eh bien, en fait, c'est moi qui écris à partir du travail scientifique évidemment, des conservateurs. Et en fait, après, j'ai des phases de relecture avec conservateurs et avec médiateurs. Et ça, on voit que ça a un impact fort, c'est un enjeu. Ça a été, en fait, quand je suis arrivée dans une situation de conflit quand même, en fait, assez intense, de beaucoup de désaccords, en fait. On voit bien que l'écrit, c'est un enjeu hyper intense. Et du coup, ça me fait un peu penser aussi à ce que disait Sophie, de mettre des choses sur le mur. En fait, symboliquement, c'est aussi très fort. C'est un espace symbolique très important, le mur. Et ça envoie aussi un signal fort aux visiteurs.
Donc nous, ça commence à changer. Et je dis pas forcément que la médiation doit écrire, mais en tout cas, il faut reconnaître son expertise aussi. Parce que de fait, après, on peut se retrouver avec des situations, effectivement, où, bah, en tout cas chez nous, des fois, les livrets Falc ou les cartels enfants dans les expositions temporaires sont plus lus, parce qu'en fait, c'est plus sympa. Mais c'est bien qu'il y ait le choix, dans Oui, tous les voilà. cas. Oui, et avant de laisser la parole à Claire et à Céline Chanas qui a levé la main, Pauline, j'ai mal fait mon boulot et on est arrivé à la fin de... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ceux qui peuvent rester restent quand ça arrive? Oui, c'est vrai que là, on est arrivé normalement à la fin du temps prévu pour ce jeudi, mais vu Oui, que c'est le moment d'échange, on peut, voilà, avec les personnes qui souhaitent c'est... et peuvent rester, on peut continuer les échanges quelques minutes. Oui, merci beaucoup parce que c'est vrai qu'il y a entre les questions techniques et tout. Et donc, est-ce que Claire, tu veux répondre brièvement sur cette question? Oui, rapidement. Alors nous, on a un comité scientifique extérieur, donc on ne les fait pas écrire les textes. Parce que c'est vrai que c'est souvent une question qu'on pose. Et sur ça dépend selon les expos temporaires ou permanents. Sur le permanent, c'était plutôt des experts très différents selon chaque sujet. Et les textes, comme je le disais, en fait, ont été coécrits et il y avait Xavier, soit moi, soit Lucille qui est aux expos, soit une ou deux personnes aux collections. Et après, en fait, ils sont complètement relus par tous, et notamment par une collègue qui est chargée au sein du service médiation, qui fait ça depuis tout le temps. Et en fait, à la fin, c'est plus vraiment nos textes. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est des textes très collectifs. On ne les signe pas. Mhm, Voilà. Et mhm, franchement, je vois pas, enfin, d'extérieur, on voit pas la différence entre nos différentes mhm. façons. Et par contre, là, sur l'expo temporaire, eh bien, les chargés de collection ont fait tous les cartels des œuvres Gadagne, et nous, on a fait les cartels des œuvres prêtées. C'est une répartition Mhm. des charges de travail, mais comme c'est tout bien remouliné, Oui. voilà, on se met d'accord sur enfin, ce que je disais, la charte, ça va aussi sur le nombre de signes. Enfin, on est vraiment très, très charté. Enfin, voilà, Mhm. en C'est rapide. sûr que pour les parcours permanents, les voies moyennes sont plus faciles à assumer que des choix sur des expos Oui, temporaires. ouais, Céline, carrément. mais là, il y aurait des sujets. N'hésitez pas à mettre, si vous voulez, voir développer des sujets spécifiques pour d'autres jeudis de la FEMS, sur, je sais pas, sur les chaires de saisie. On n'a pas parlé d'IA, mais je pense que ça nous pend au nez aussi sur les questions de l'écriture. Céline, à toi la parole. Oui, ben, moi, c'était justement une question, mais peut-être qu'on va ouvrir, qu'on va pas avoir toutes les réponses aujourd'hui. Nous, au Musée de Bretagne, voilà, on travaille aussi beaucoup ces sujets-là. Et on a un séminaire à l'échelle de nos musées à Rennes qui nous a permis, avec le travail de thèse de Sérène, de pas mal progresser. Nous, on s'est aussi beaucoup questionné, on a beaucoup ajusté cette démarche au Musée de Bretagne parce que on partage la coécriture, hein. On a à peu près le même procédé qu'au Musée Gadagne. Donc, je dirais, il n'y a pas vraiment de sujet à l'interne sur le fait que on a une antériorité d'écriture collégiale, de comité de relecture, que ce soit du côté scientifique ou du côté d'un comité accessibilité. Par contre, les questions qui se posent peut-être aujourd'hui, c'est la formalisation, une sorte de vadémécum, un vadémécum qui soit assez souple. Euh, voilà, parce que du coup, parfois nos élus nous demandent c'est quoi vos règles et on les a jamais écrites. Alors les règles, elles peuvent aussi évoluer, mais c'est vrai que moi je verrais l'utilité aussi. Du coup, c'est Camille qui en parlait de l'utilité aussi d'en faire un levier managérial, de se former sur ces sujets et de porter, idéalement, hein, alors on n'y arrive pas toujours, mais au moins un consensus, parce que du coup, ça dit quand même quelque chose du musée, de son positionnement éthique en termes de transparence. Nous, c'est des sujets qui nous ont aussi beaucoup, qu'on a remis sur le métier après l'exposition celtique, où du coup le sujet des textes avait été aussi au cœur, et sur un peu le sujet accessibilité, alors je vais pas dire versus scientifique, mais qu'est-ce qu'on tient, quelle est notre position, à l'aune des enjeux aussi sur les droits culturels aussi. On l'a testé sur l'Expo Carnaval, à quel endroit aussi on peut aussi donner la parole à d'autres acteurs, à des communautés
noter. Alors, il n'y a pas que le texte, parce qu'il y a il y a d'autres médias dans l'exposition, mais c'est vrai qu'on focalise beaucoup sur le texte, alors qu'il y a plein d'autres endroits qui sont archi importants et où on se pose même pas les mêmes questions. Le scénario d'un multimédia ou d'un audiovisuel, d'un film, on va souvent l'externaliser. On n'est pas des réalisateurs, réalisatrices, et on n'est pas non plus des écrivains. Et le texte, c'est vrai que dès qu'on pose la question de son externalisation, je vais pas dire c'est toute une histoire, mais si quand même, quoi. Oui. Voilà, donc moi je trouve ça vraiment intéressant et je pense qu'il va falloir qu'on revienne plus qu'un jeudi sur ce sujet. Oui, Et bah, s'il y en a qui ont déjà d'évader mes coms, ça vaudrait le coup que vous les envoyiez à Pauline. On pourrait faire un premier travail là-dessus pour faire éventuellement, pourquoi pas, une journée pro complète sur ce sujet. Ah, merci Céline. C'est sûr que l'écrit, c'est l'académie, et les relations des musées et de l'académie peuvent parfois être compliquées, on va dire, et que la notion de partage d'autorité est une vraie question. Marion Vivier, peut-être une dernière question. Je suis désolée, c'est hyper frustrant. Mettez vos thèmes pour une prochaine. Oui, bonjour. Alors, non, c'était pas une question, c'était plus déjà pour vous remercier de l'ensemble des échanges et puis vous faire alors je reviens à un niveau plus macro par rapport à l'intervention de, de Céline. On a ouvert dernièrement là une exposition qui s'appelle La guerre en jeu, qui est une peinture des enfants en temps de guerre à travers le prisme des collections de jeux et de jouets des musées de la Seconde Guerre mondiale. Je voulais rebondir sur quelques éléments qui avaient été indiqués et simplement pour aller dans le même sens qu'une grande partie de ce qui avait été dit. Alors, il y avait l'évocation d'Avadé-Mécom, mais il y a aussi l'idée qui est sortie notamment sous la parole de l'équipe du musée Arletten d'expérimenter des choses à travers les expositions temporaires. C'est vrai que on a évoqué la possibilité peut-être de réfléchir à une systématisation de l'organisation des textes, mais finalement, je crois qu'elles sont propres à chaque exposition. Alors, c'est peut-être particulièrement vrai pour nous, qui sommes aussi un musée d'histoire et de société, plutôt qu'un musée des beaux-arts. Ce que j'ai retenu aussi, c'est et on va tout à fait là-dedans. Nous, en tant que musée d'histoire, évidemment, on a beaucoup de textes. Au passage, je m'excuse, c'est pas, je sais pas que je ne souhaite pas être vue, c'est que ma caméra ne fonctionne pas. Sur la question de la sobriété, il y a le mot de frugalité qui a été aussi évoqué. Ça me paraît absolument essentiel. À juste titre dans notre expo actuelle aussi, parce qu'il y a des résonances avec la période qu'elle décrit évidemment, mais dans l'organisation des textes, nous, on va de plus en plus vers cela, poussé par les équipes de médiation et parfois par qui exigent des textes qui soient les plus courts et les plus simples possibles, et parfois avec des tensions, parce qu'on estime, nous, côté scientifique, qu'ils sont courts et qu'ils sont simples, évidemment, et qu'ils sont entendables et lisibles par tous. Mais ça me paraît essentiel, et dans le cadre de cette exposition, La guerre en jeu, nous n'avons plus cette frugalité, en tout cas cette sobriété, elle s'exprime aussi à travers l'arborescence des textes. On a un grand texte introductif, et après plus de sous-textes. On a des séquences et 14 petits textes de 1000 caractères qui ouvrent ces séquences. En revanche, on a des cartels qui sont quasiment tous des cartels développés. Mais c'était une chose que je voulais porter à votre attention. Dans la partie technique, j'allais dire, du cartel développé, on s'est affranchi complètement de la dimension de description du matériel, enfin des matériaux en l'occurrence. Donc ils n'apparaissent plus, il y a juste la désignation de l'objet et sa mention de collection. Voilà, on s'est affranchi en stade d'un catalogue raisonné hypothétique, car nous n'avons pas de catalogue raisonné, même si nous travaillons parallèlement les textes d'un catalogue qui est beaucoup plus ouvert. Mais ça permet aussi d'imiter le pavé cartel développé. Et sur ce cartel développé qui reste court, qui est entre 400 et 500 caractères, lui aussi, on est allé vers une grande simplification des termes, pour qu'il soit accessible par la majorité des gens. Ce qui a posé la question du parcours enfant,
parce que même si cette dernière exposition est une exposition comme d'habitude pour tous, son sujet nous a conduit à proposer un parcours enfant pour la première fois. Et donc là, il s'est organisé dans la sélection d'une dizaine de cartels. Et pour se sortir justement de cette ambiguïté, comme l'indiquait Sophie Hervé, entre la proximité, en tout cas, entre le cartel développé qui est écrit pour tous et le cartel enfant, c'est l'objet qui prend la parole dans le cadre de cette ligne de texte sélectionnée de parcours enfant. Voilà, c'était Merci ce que beaucoup. je voulais vous dire, pardon. Ah non, pas du tout. Non, Merci je beaucoup. suis un peu longue. Non, non, pas du tout. Dans tous les cas, de façon assez optimiste, les temps qui nous attendent avec des moyens peut-être plus réduits qu'avant vont nous obliger à toujours plus assumer nos choix, être en démarche projet, savoir à qui on s'adresse peut-être. À chaque exposition, vraiment se poser les bonnes questions. Pour quels objectifs? Parce qu'on peut très bien assumer des choix radicaux dès lors qu'on assume de viser tel ou tel public, de viser tel ou tel discours à transmettre. Et qu'avec moins de sous, ça va nous obliger à affûter tout ça peut-être pour terminer sur une note positive. Euh, Pauline, donc merci à tous d'avoir mobilisé du temps. Merci à tous les intervenants, à toutes les intervenantes. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous et toutes. Merci à vous, Céline, pour cette animation et merci à nos intervenantes, Sophie, Claire, Thérène, Camille, Gaëlle, pour vos interventions et participations. Vous pouvez retrouver donc le replay du jeudi dans quelques jours sur notre chaîne YouTube. Merci. Merci Au revoir, beaucoup. merci. Très bonne journée. Au revoir. À bientôt.